Janus, retrouvé en Allemagne, à Holzgerlingen. L'original était en pierre, une statue qui faisait 2,50 m de haut. D'après les scientifiques, les spécialistes, cette statue était certainement ou dans un sanctuaire ou sur un tumulus, un tertre funéraire, une tombe princière ou autre. Alors, ce qui est important, maintenant que l'on connaît tous sur cette sculpture, c'est de voir les symboles, les particularités qu'il a sur son corps. La première, c'est ses grandes oreilles. D'après la statuaire celtique retrouvée vraiment dans un large domaine en Europe, on peut retrouver des sculptures aussi bien en Espagne ou en Allemagne qui dateraient de cette période bien avant Jésus-Christ, 4e, 5e siècle, et qui auraient des attributs comme de grandes oreilles. Un autre symbole, une autre particularité, un détail iconographique est cette position qu'a le personnage, qui se retrouve aussi dans d'autres parties de l'Europe, notamment en Espagne sur des statues celtiques. La troisième chose qui est très très intéressante, que j'ai pu voir en reproduisant la sculpture, c'est la lumière. Certainement que le Janus était positionné face au soleil levant ou au soleil couchant, et l'ombre portée de l'arcade donnait le regard qui vivait, puisqu'il se déplaçait progressivement par rapport avec le soleil. Et donc c'est un des attributs qui sont les plus particuliers de la sculpture. Un regard vivant qui bouge en fonction du mouvement du soleil. Le travail le plus important, le plus intéressant pour moi que j'ai réalisé, c'est cette divinité qui vient, elle, du Pays de Galles, donc l'original en pierre, et qui a été retrouvée dans un champ encore par certainement des paysans. Et cette divinité, cette prêtresse, apparemment, qui porte plein de symboles sur elle, serait peut-être une divinité des semences ou des récoltes, d'après les scientifiques, ou alors tout simplement une prêtresse. Moi, j'opte plus pour la divinité des semences, parce que après avoir, sur la partie oblitérée de la sculpture que j'ai calquée, et sur un transparent j'ai pu reproduire, dessiner son visage qui était complètement oblitéré, et pratiquement le reste du corps, j'ai pu retrouver en fin de compte dans l'objet circulaire un dernier quartier de lune. La main ne tient pas qu'un objet circulaire, elle le dissimule, elle le cache, et laisse apparaître une partie, un croissant de lune, qu'on voit nettement quand on voit la trace des doigts oblitérés. Ensuite, l'autre symbole, c'était la palme. Les scientifiques parlent d'une palme dans sa main droite. Cette palme, chez les Celtes, les palmiers n'étaient pas trop les végétaux que fréquentait cette civilisation. Et donc j'ai pensé plutôt, moi, un épi de blé, mais un épi de blé en éventail, c'est particulier. Alors d'après des recherches que j'ai faites et des paysans que j'ai questionnés, d'anciennes variétés de blé, dont le blé d'automne rouge, qui était encore cultivé pendant la Grande Guerre, aurait justement la particularité d'être en éventail, comme ça, avec la barbe, les poils qu'ils ont sur le dessus, en éventail. Les autres symboles sont bien sûr la bouche ouverte pour une famine avec des traits saillants, et une grande famine certainement, et puis bien sûr cet épi de blé qui se trouve entre les seins de la sculpture, bien sûr les seins qui sont la nourriture des hommes. Une divinité très importante, parce que c'est certainement une Déméter,
une divinité de la terre qui donne naissance aux hommes et aux végétaux. Donc je vais vous parler de la cuirasse d'Alexandre le Grand, que j'ai représentée et ou reproduite d'après le seul cliché qu'on a de cette cuirasse qui se trouve sur une mosaïque retrouvée à Pompéi. Cette mosaïque présente Alexandre face à Darius sur son cheval de profil, et on aperçoit en détail, vraiment en détail, grâce aux spécialistes qui ont nettoyé la mosaïque, justement cette cuirasse à base de lames de métal, de protection pectorale et des épaules, et bien sûr doublée de cuir. Un peu une recherche sur toutes les méduses qui existaient, qui ont été retrouvées souvent sur des mosaïques, donc des images claires et nettes qui la reproduisent de différentes manières, mais toujours avec un visage plus ou moins stéréotypé, avec des serpents, toujours dans sa chevelure, des serpents qui gravitent dans une immense chevelure, une bouche avec des dents très pointues, comme un serpent pour pouvoir mordre, et puis surtout un regard très, très fort, très puissant, très pénétrant, qui permettait justement de transformer ceux qui l'a provoqué en pierre. Alors une autre de mes sculptures, qui est très, très intéressante et très importante à mes yeux, c'est celle qui comporte le plus de symboles celtiques. Ces symboles sont visibles. Le premier symbole autour du cou, c'est le torque gaulois, symbole de puissance et de pouvoir. Donc certainement pour une élite. Ensuite, nous avons le sanglier qui fait face, qui porte sur le côté droit, le sanglier qui symbolise la force et la puissance. Donc, pouvoir, puissance, et ensuite, sur les côtés, deux autres symboles très importants. Le premier est un œil prophylactique, qui chez les Grecs, dans la statuaire grecque, dans l'iconographie grecque qui est connue, est un œil qui protège l'individu. L'autre symbole représenté sur le côté de la sculpture droit est une oreille stéréotypée qui, elle, permet de tout entendre, tout savoir. Donc nous avons certainement un personnage très puissant, une divinité. Le dernier petit détail qui m'a demandé pas mal de travail, c'est la coiffe. Elle a une coiffe très très particulière, et cette coiffe, pour la connaître, les photos ne la présentent jamais. Les photos de la sculpture originale qui est dans un musée dans le Nord, et il a fallu que je voie une reproduction d'une personne dessinée, qui a dessiné la sculpture, comme font beaucoup les archéologues, et ils ont retrouvé apparemment une coiffe qui est intéressante à connaître, parce que ce serait peut-être une coiffe de cérémonie, ou alors tout simplement une coiffe connue et utilisée dans cette période.
ça m'a surpris de voir l'importance que portait Alexandre, au-delà de la guerre et tout ce qu'il a pu faire, tous ces empires qu'il a créés, pour la chasse, ce plaisir qui était pour lui la chasse. Donc la panthère est représentée sur son sarcophage, comme tous les animaux qu'il a chassés. Donc vraiment, ça devait être un des plaisirs les plus importants d'Alexandre. Sur le sarcophage d'Alexandre, retrouvé à Sidon, au Liban, qui a été ensuite, qui est visible au musée d'Istanbul, en Turquie, représente une frise tout autour du sarcophage d'Alexandre. Et sur cette frise, on peut voir des détails de chasse, de représenter d'Alexandre, toujours à cheval ou à même le sol, qui chasse le cerf, qui chasse le fauve, bien sûr, et la panthère. Apparemment, la panthère serait un motif, la chasse de toute façon, un motif funéraire royal. C'est un motif funéraire royal. Donc, il a certainement chassé la panthère, et c'est pour ça qu'on l'a représenté plus tard sur son sarcophage. Quand j'ai vu cet article, je me souviens de cette trouvaille, bêtement, je me suis un peu comparé à l'individu qui a eu cette idée, énorme de reproduire toute une armée, rien que pour un personnage qui est inhumé là. Je ne savais pas qu'il y en avait 8000, mais ça a dû représenter énormément de temps pour reproduire d'une manière fidèle et artistique, hein, parce qu'ils sont très très bien reproduits. Non, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir cette conviction, moi à mon échelle, à ma petite échelle, cette volonté de vouloir reproduire des personnages pour les montrer aux autres. D'où viennent ces idées saugrenues? Là, chez moi, maintenant, c'était certainement plus profond, c'était une volonté de rester en vie après la mort, de rester avec son armée. On a rencontré ça chez les Égyptiens, chez tous ces peuples qui pensent que une autre vie est après, dans l'au-delà, et on part avec des denrées, avec des objets que l'on a aimés. C'est ce à quoi croyaient nos ancêtres, ses ancêtres. Et bien sûr, l'aspect guerrier, et bien, pourquoi pas toute une armée pour partir dans l'au-delà. Donc c'est pour dire quand même que les hommes avaient une force, une conviction très profonde pour ceux qui étaient à leur tête, qui les dirigeaient, et un amour presque pour eux, et ensuite prêt pour mourir peut-être aussi pour eux aussi. Des périodes très obscures, quand on parle de religion celtique, parfois ça fait un peu des frissons dans le dos, mais c'était leur religion à cette période-là, et ils vivaient très bien avec. Donc d'autres spécialistes en parleraient mieux que moi, mais énormément de sanctuaires ont été retrouvés dans ma région, en Auvergne, à Coran, pas très loin, là où j'ai fouillé d'ailleurs avec un archéologue, Mathieu Poux, qui est connu. Et donc ça m'a permis de prendre conscience de l'importance que portaient les hommes à l'époque, et les religieux au sanctuaire, les cathédrales de l'époque. Donc ces sanctuaires avec des sacrifices pour les dieux, avec les dieux. On consomme les animaux qu'on sacrifie parfois, on les partage avec les dieux.
Et bien sûr, on fait des offrandes, des donations pour avoir des récompenses ou autres, et des demandes exaucées. Et il se trouve aussi qu'il y a des parties un peu plus fortes, un peu plus puissantes, souvent avant les combats. Je sais que Alexandre le Grand, par exemple, sacrifiait beaucoup. Le matin, il se réveillait, il sacrifiait des animaux. Ça surprend un peu beaucoup de monde, et ça faisait partie de leur vie à l'époque. Et ensuite, il se mettait à manger, et puis après à chasser. Donc il se trouve que même dans ces sanctuaires, à l'époque, le sacrifice était un rituel commun, qui était pratiqué souvent pour demander, pour être exaucé, il fallait souvent sacrifier. Alors le sacrifice servait aussi, d'après les prêtres, de lire l'avenir, de lire l'avenir d'un peuple ou d'une guerre. La trépanation se fait d'après les prêtres de ces époques, à l'époque celtique, bien avant Jésus-Christ. La trépanation chez l'homme, sur l'homme, était pratiquée. Comment les archéologues le savent, et chez les animaux bien sûr, d'après les ossements qui sont retrouvés, des crânes trépanés, souvent dans les sanctuaires. Donc on est vraiment dans un sacrifice travaillé, bien synchronisé, et le sacrifice est réalisé à un endroit bien précis, sur l'animal ou sur l'homme. Donc le trépan, une grosse pointe qui a été retrouvée en archéologie d'ailleurs, qui permettait justement de trépaner les hommes et les animaux.